Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va consacrer une partie de cette émission sur la situation à Gaza. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique et expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va présenter tout d'abord un reportage qui concerne la situation à Gaza et puis on va avoir l'analyse de notre invité pour ce soir. Dans le cadre de son souci de mettre fin à la tension courante dans la bande de Gaza, l'Égypte a intensifié ses contacts avec toutes les parties pour contenir l'escalade et a appelé hier à un cessez-le-feu global et réciproque entrée en vigueur dimanche soir à partir de 23h30 temps universel. Salih Hamed et Rachoucha nous donnent les détails. Face à l'escalade de la violence entre Israël et la bande de Gaza, l'Égypte s'est placée en médiateur, proposant une trêve aux deux parties. Israël a confirmé l'entrée en vigueur d'une trêve proposée par l'Égypte dans la bande de Gaza au 3e jour d'hostilité ayant fait des dizaines de morts. Le bureau du Premier ministre israélien Yair Lapid a dit pouvoir confirmer qu'un cessez-le-feu prendra effet dimanche soir à 23h30. Si le cessez-le-feu est violé, l'État d'Israël se réserve le droit de répondre fermement, ajoute-t-il dans un communiqué remerciant l'Égypte pour ses efforts de médiation. Alors qu'Israël a accepté la proposition, le bureau du Premier ministre israélien a annoncé dans un communiqué qu'il y a peu de temps, une formule a été trouvée pour l'annonce égyptienne de l'accord de trêve qui porte notamment sur l'engagement de l'Égypte à œuvrer en faveur de la libération de 2 prisonniers. L'Égypte déploie des efforts pour libérer le détenu Khalil El-Awawda et le transférer pour recevoir des soins et travaille aussi pour libérer le prisonnier Bassem Al-Saïdi dès que possible. Le président palestinien Mahmoud Abbas a de son côté salué les efforts inlassables menés par l'Égypte dans l'arrêt de l'agression contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le chef de l'État palestinien a valorisé les positions constantes du président Abdel Fattah el-Sisi en faveur de la cause palestinienne, selon l'agence de presse Wafa. Ces efforts contribuent également à apaiser les tensions et à soulager les souffrances des Palestiniens à Jérusalem, dans la bande de Gaza, ou l'ensemble des territoires palestiniens, a-t-il déclaré. Le président américain Joe Biden a également remercié le président Al-Sisi et les hauts responsables égyptiens qui ont joué un rôle axial dans les efforts diplomatiques visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans un communiqué publié sur le site web de la Maison-Blanche, le président américain a qualifié de drame les rapports faisant état de victimes parmi les civils à Gaza, soulignant que l'administration américaine soutient l'ouverture d'une enquête globale au moment opportun sur ces rapports. Le président américain a également appelé les diverses parties à mettre en vigueur le cessez-le-feu et à assurer la livraison des carburants et des fournitures humanitaires à Gaza après le recul du combat. Docteur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en économie. La médiation égyptienne entre Israël et les Palestiniens ont porté leurs fruits. A porté ses fruits, pardon. Alors, comment vous trouvez cette médiation? Quel est le rôle de l'Égypte dans cette question? Bon, le rôle de l'Égypte à propos de la crise palestinienne a été toujours un rôle non seulement axial, mais le rôle le plus important. Et c'est grâce à les efforts que l'Égypte a exploités durant les dernières 70 années que la situation n'a... Well, ça escale de temps à autre certainement, mais nous avons présenté comme Égypte tellement de sacrifices simplement pour nos confrères palestiniens. Donc, encore une fois, c'est une responsabilité, c'est un mandat de l'Égypte, c'est le destin de l'Égypte d'être la grande sœur de la Palestine et d'être toujours prête à intervenir pour que la paix juste règne. Et nous voyons des va-et-vient malheureusement qui causent beaucoup de décès, beaucoup
des endommagements, surtout dans la bande de Gaza. Mais encore une fois, je veux dire qu'on ne va pas jamais cesser de présenter tout ce qu'on peut pour que la situation soit stable. Et entre parenthèses, on doit sympathiser un peu avec le peuple palestinien d'un côté parce que, voilà, le fait, c'est que c'est un peuple qui est déprivé de ses droits, de sa liberté, etc., etc. Donc, si jamais il y a une frustration, à mon opinion, c'est normal, c'est une réaction normale. Et c'est pour ça que, durant les dernières années, l'Égypte n'a pas cessé à intervenir chaque fois qu'il y a un conflit. Si jamais quelque chose ne va pas entre l'Israël et particulièrement la bande de Gaza, nous intervenons et nous arrivons à un cessez-le-feu, à calmer les affaires. Et nous espérons que ça soit la dernière fois et qu'on arrive à une formule par laquelle les deux parties s'entendent et que la paix règne et qu'on ne voit pas ce genre de conflit prochainement. C'est ce qu'on dit chaque fois, c'est-à-dire Oui. il y a toujours des escalades de temps en temps entre Israéliens et Palestiniens. Alors, sous la présidence de l'administration Biden, est-ce que vous trouvez qu'il y a une volonté pour résoudre ce grand problème qui dévaste notre région? Franchement, non. Le président Biden a déclaré à plusieurs reprises que le Moyen-Orient n'est pas de ses priorités. Par conséquent, la crise palestinienne ne jouit pas une priorité dans le... Au moins, c'est ce qu'il a dit. Peut-être après sa dernière visite, il a réalisé que non, le Moyen-Orient, c'est un endroit stratégique important et qu'il doit garder des relations avec tous les pays sans exception et que chaque fois, il entend la même chose, c'est que la crise palestinienne, c'est le cœur de tout ce qui arrive. Donc, une fois que cette crise est résolue, d'une manière ou d'une autre, on va expérimenter un nouveau Moyen-Orient pacifique et qui peut se développer. Et moi, à mon opinion, encore une fois, si jamais l'Israël d'un côté et les Palestiniens de l'autre se mettent d'accord sur, je répète, n'importe quelle formule, que ce soit 2 États, 1 État, etc., mais au moins une décision finale à propos de ces deux pays, une fois que ça s'est réalisé, et l'Égypte pousse vraiment très, très, très sérieusement dans cette direction. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat concret, mais au moins, on doit faire ça. J'espère que cette fois-ci, l'administration américaine réalise que ça ne va pas cesser. Si jamais il n'y a pas, elle doit mettre son pied sur terre, elle doit exercer un effort et une pression sur Israël pour accepter une situation par laquelle les deux pays s'entendent, comme je viens de dire, et vivent exactement en paix entre les deux. Là, il y avait des différends au début entre Israël et tous les pays arabes, et puis avec la paix entre Israël et l'Égypte, alors il y a un rapprochement avec un pays arabe, puis la Jordanie, puis ces derniers temps, il y a eu un rapprochement entre Israël et quelques pays arabes. Est-ce que ce rapprochement pourrait aider à une certaine entente entre les pays arabes et Israël pour peut-être convaincre Israël de vraiment venir sur la table et résoudre ce problème avec n'importe quel moyen comme solution, comme vous venez de dire? Moi, je pense que certainement, ça peut se faire. Si jamais Israël avait toujours le prétexte que les Palestiniens représentent un péril, un danger, etc., je pense qu'avec le changement
drastique des relations avec beaucoup de pays arabes, comme vous l'avez dit, ils doivent sentir que non, les Palestiniens ne sont pas si Quel est le différents rôle et des que- pays arabes là? Alors qui ont un rapprochement actuellement, ou bien des relations diplomatiques avec Israël? Bon, je parle maintenant des pays de voisinage. Maintenant, l'Égypte certainement a commencé, la Jordanie. Les Émirats arabes unis. Certainement. Si même on parle, oui. le Liban, avec Hezbollah, certainement, il y a un peu de problème, De mais tension, ce n'est oui. pas si sérieux pour Israël. Et la Syrie, on ne compte plus parce que la Syrie a suffisamment de problèmes internes Oui, bien sûr. à ne pas penser. Mais avec les Émirats d'un côté, je pense qu'il y a 2 ou 3 pays qui vont suivre d'ici Il y a le très Maroc. prochainement. Certainement, le Maroc a été toujours en bon terme. Mais actuellement, il y a un très grand rapprochement entre Israël et le Maroc. Absolument. Et même ça militaire. a existé depuis longtemps. Oui, oui. Mais maintenant, ça devient de plus en plus important. Mais en principe, ils doivent sentir que je ne pense pas que les Palestiniens représentent un danger pour l'Israël, à mon opinion. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources pour causer ce genre de problème. C'est pour ça qu'ils doivent, je veux dire, avec l'intervention de l'Égypte et des autres pays qui ont maintenant des relations avec Israël, je pense, à mon opinion, si les Israélites sont vraiment sérieux, ils peuvent aboutir à une conclusion qui soit respectée et qui soit acceptable des 2 côtés. Le rôle de l'Égypte a été très important cette fois-ci. Je parle d'hier. Et il y a 2 mois ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Alors, comment l'Égypte pourrait jouer un rôle quand même pour rapprocher les Palestiniens et Israéliens et les convaincre à rester sur la table de négociation? Personnellement, je pense que nous avons ce qu'il faut pour convaincre, disons, la bande de Gaza. Parce que on doit différencier un tout petit peu entre La bande de Gaza et le reste de la Exactement. Palestine, bien sûr. Mais on a les moyens. Je pense qu'on peut justement les contrôler et les diriger vers, si jamais ils ne comprennent pas ce qui est bon pour eux, on peut leur faire comprendre. Mais on peut les contrôler. Et je pense que c'est Israël qui n'est pas tellement, je ne veux pas dire sérieuse, mais je veux dire que elle prend ces choses un peu à la légère, à mon opinion. Peut-être je suis complètement faux, mais je pense que ça c'est une affaire. C'est pour ça que j'ai mentionné que l'Amérique doit jouer un petit rôle avec Israël pour un peu mettre une petite pression sur Israël pour qu'il change. Mais les efforts de l'Égypte ne s'arrêtent pas avec la bande de Gaza. Nous avons les moyens de contrôler les factions là-bas, mais je pense, je suis certain même, que les négociations et les pourparlers avec Israël pour arriver à une solution, ça continue chaque jour. Et c'est le rôle, je pense bien que si ce n'est pas l'Égypte qui va intervenir et qui sera la raison du rapprochement, je pense qu'il n'y a aucune autre, ni pays, ni force qui peut faire ça. Tiens, bon, je vais passer à un autre sujet, c'est concernant l'intérieur égyptien, je parle surtout de l'industrie. Le président Abdel Fattah al-Sisi accorde un vif intérêt et soutien au secteur industriel pour implanter l'industrie et encourager la coopération avec le secteur privé, ce qui nécessite l'intensification des efforts pour éliminer les différents défis que relève le secteur industriel, selon les termes du Premier ministre Mostafa Madbouli lors de sa réunion avec la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein. Madame Gema a de son côté indiqué que le gouvernement avait déjà pris de nombreuses mesures pour faciliter les investissements dans le secteur industriel en général, élargir les activités industrielles, établir de nouveaux projets et étendre ceux déjà établis dans le but d'augmenter le taux d'exportation et de faciliter le climat d'investissement dans ce secteur vital. Salih Hamed Yarashoucha nous donne des détails.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné le développement global de la zone de Chaq el-Tha'ban et sa transformation en une zone intégrée sous le nom de la cité du marbre et du granit afin qu'elle soit respectueuse de l'environnement et traite les déchets solides d'une manière sûre et scientifique. Ceci s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour développer les industries locales et pour réduire la pollution de l'environnement tout en accordant l'attention nécessaire à améliorer l'efficacité des infrastructures de la région pour y développer les divers services, notamment l'électricité, l'eau, l'assainissement et l'alimentation électrique, outre le développement du réseau des axes principaux et les routes. Par ailleurs, le président Al-Sisi a examiné les efforts de l'État à travers l'autorité du service national afin de localiser l'industrie en coopération avec le secteur privé. Il a donné ses directives de la mise en place d'un complexe industriel pour la production de polyéthylène afin de répondre aux besoins du marché local de composants industriels qui entrent dans le processus de développement et production dans plusieurs secteurs vitaux, en plus de réduire la facture d'importation. Il s'agit du plus grand complexe industriel de ce type au Moyen-Orient qui devra contribuer à la production d'une grande partie de besoins industriels utilisés dans de nombreux secteurs tels que celui de la transformation numérique à travers la production de tous les travaux et les besoins de fibres parmi les câbles, en plus du secteur de transport moderne comme le train à grande vitesse et le monorail, ce qui fournira environ 35% des besoins industriels de l'infrastructure de l'initiative Vie décente au lieu de l'importer de l'étranger. Le complexe contiendra de même un secteur spécial pour la formation et l'enseignement technique, outre qu'il sera créé dans la région de la Haute-Égypte, offrant ainsi des milliers d'opportunités d'emploi à ses habitants. Docteur Raouf Ghaffar, alors le secteur industriel en Égypte, il y a, bien sûr, on le voit, il y a une évolution dans ce secteur, mais où on est exactement? Et on est loin, malheureusement. Oui. On parle très franchement. Le secteur industriel... On a un héritage, il faut dire que... C'est l'avenir. Oui. C'est-à-dire à penser que on a beau exécuter des projets d'infrastructure, on a beau augmenter notre production agricole et nos exportations agricoles, etc., etc. Mais sans production industrielle pour l'intérieur et l'extérieur, nous avons malheureusement des problèmes. C'est pour ça que maintenant il y a un effort vraiment très colossal dans cette direction. Le président, d'ailleurs, a donné des directives, je pense, très sévères, si je peux dire. Très fermes. Fermes, sévères, mais c'est-à-dire pas moyen. Nous avons, comme vous avez dit, un héritage, mais un héritage, nous étions d'ailleurs des pionniers dans beaucoup d'industries qui ont complètement, pas disparu, mais en voie de disparition. Donc on doit se remettre. Filature tissage, nous étions les premiers au monde, avec la meilleure qualité de coton, la meilleure qualité de tissu en coton. Il faut reprendre. Nous avons lu la très bonne nouvelle qu'il y a des nouvelles machines qui sont arrivées pour équiper Hala Cobra pour redevenir la plus grande usine de filature et tissage dans le Moyen-Orient, sinon pas au monde. Donc ça, c'est une nouvelle excellente. Nous avons besoin de ça et beaucoup d'autres industries. On ne doit jamais oublier que nous sommes un pays originalement agricole. Donc un grand nombre de notre industrie doit se baser sur les produits agricoles. Et nous en avons beaucoup. D'autre part, nous avons pas mal de ressources minérales qui peuvent être utilisées et transformées en ajoutant une valeur en produits semi-final, fini ou fini, et puis les exporter. On peut utiliser maintenant, il y a tellement de technologies partout qui est disponible sous forme de joint venture, sous forme de partenariat, et le monde est disponible, est prêt. Et donc on doit utiliser pour commencer où les autres ont terminé. Et domicilier beaucoup d'industries qui n'étaient pas là, ou bien qui étaient là et sont échappées. Et ça, ce sont des choses impératives pour faire.
pour, disons, développer et continuer sur la même passe de développement. De l'autre côté, il faut en parallèle un peu changer, disons, ou disons adapter un peu de législation pour justement attirer un investisseur, qu'il soit local ou étranger. Il est là pour faire de l'argent, il est là pour gagner. Donc on doit faciliter un peu les choses. L'état profond, comme on dit, ça doit se terminer. Il y a beaucoup comme je viens de dire, de lois, il y a beaucoup de régulations qui vraiment empêchent les investisseurs à venir. On a fait beaucoup de promesses dans les dernières 30 années aux investisseurs. Nous allons vous faire ça, nous allons faciliter ça, un guichet, je ne sais pas quoi, etc. Malheureusement, ça n'a pas marché. Alors cette fois-ci, non, on doit franchement suivre la voie avec beaucoup d'attention et de discipline pour que les investisseurs viennent. Nous avons, comme on a dit, on a parlé beaucoup de fois, nous avons l'infrastructure, nous avons tout ce qu'il faut à l'investisseur de venir. Donc il est simplement normal de lui faciliter la bureaucratie, les procédures, etc., etc., pour qu'il sente qu'il est à l'aise et il peut travailler, produire, exporter, gagner, et l'État gagne des deux côtés. Surtout que le président, il veut absolument que le secteur privé augmente sa participation dans le développement jusqu'à 75-80%. Ça ne peut jamais arriver si jamais il n'y a pas des conditions plus favorables pour encourager ceci. Vous parlez des lois d'investissement, mais là, d'où vient l'importance de tout ce qui est infrastructures qui ont été établies en Égypte? Je parle des routes, des chemins de fer, des trains à grande vitesse, etc. Comment ces infrastructures pourraient aider ou bien faciliter le processus de l'industrie? Non, c'est impératif. Moi, je produis quelque chose dans une partie A. Pour la transférer à une partie B, j'ai besoin de routes. Il y en a. J'ai besoin pour travailler d'énergie. Nous l'avons. Nous avons besoin d'un port très équipé, moderne pour exportation. Nous l'avons. Donc, infrastructure, c'est une partie intégrale du développement et qui certainement sert impérativement à n'importe qui en Égypte, quelle que soit sa production. Alors, et nous avons, pour dire la vérité, dans les dernières années, achevé, sinon pas, mais disons un très grand pourcentage de notre infrastructure. Nous avons préparé même des zones économiques, etc. pour... Voilà, ça me mène à quelques zones économiques qui sont en phase de construction, ou bien de préparation plutôt. La zone économique du canal de Suez, industriel, la zone par exemple de El Galel, qui n'est pas très loin du canal de Suez, ainsi qu'il y a des zones en Haute-Égypte même. Oui. Alors parlez-nous de ces zones. Pourquoi ils ne sont pas encore en fonctionnement? Et voilà, peut-être on va un peu lentement, mais je sais que la zone du canal de Suez est en voie de développement assez rapidement. Ouais. Nous avons 2-3 zones, à Ain el-Sokhna, à Ismaïlia, au nord, des zones qui sont très bien conçues, très bien préparées. Nous avons tout ce qu'il faut. Énergie, nous avons même des tunnels maintenant qui sont prêts. Donc, ça ne manque rien. Et il manque l'investisseur. Et surtout que peut-être un 20% du commerce international passe par là. Oui. Donc, il y a tellement de choses à faire aux navires qui passent, aux passagers qui passent, et même la position du canal de Suez entre l'Asie d'un côté, l'Afrique de l'autre.
l'Europe n'est pas si loin pour construire des centres logistiques, des dépôts, des services. Ça va venir. Et je pense que la crise, malheureusement, entre la Russie et l'Ukraine, peut-être a retardé un peu l'avancement de la Russie dans cette zone. Parce que la Russie a... Normalement, il y a une zone pour la Russie, une autre zone pour la Chine. Pour la Chine. Oui, mais est-ce que c'est à cause du coronavirus, à cause de la guerre? C'est à cause de tous ces... Malheureusement, il y a des événements qui ont eu lieu. On n'a rien à faire. Contre notre volonté, bien sûr. C'est pour tout le monde, mais ça a retardé un tout petit peu. Ça va reprendre, je suis sûr. Mais de notre part, nous sommes là. Et vous avez parlé de législation, de loi. Les lois existent. C'est simplement des retouches pour ici et là pour un peu... Exactement, c'est ça. Et c'est possible, je veux dire, c'est possible. Espérons, avec les directives dernières du président, nous allons avancer un peu plus rapidement. Oui. Bon, je passe à notre troisième sujet, qui n'est pas loin quand même. On va parler industrie toujours. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a également ordonné le développement global de la zone de Taaben et sa transformation en une zone intégrée sous le nom la cité du marbre et du granit, afin qu'elle soit respectueuse de l'environnement et traite les déchets solides d'une manière sûre et scientifique. D'autre part, le chef de l'État a donné des directives de la mise en place d'un complexe industriel pour la production de polyéthylène afin de répondre aux besoins du marché local des composants industriels qui entrent dans le processus de développement et production dans plusieurs secteurs vitaux. En plus de réduire la facture d'importation, il s'agit du plus grand complexe industriel de ce type au Moyen-Orient qui devra contribuer à la production d'une grande partie des besoins industriels utilisés dans de nombreux secteurs. Salih Hamed et Rachoucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné mardi dernier le suivi de la stratégie de l'État pour développer l'industrie de la filature, du tissage et du prêt-à-porter dans le pays. Dans ce contexte, le ministre du secteur public des Affaires Hicham Tawfiq a présenté les développements de la création de la plus grande usine de filature au niveau mondial à El Mahalla, qui sera ouverte l'année prochaine et sera située sur une superficie de 62 000 mètres carrés, comprenant les derniers équipements et machines dans ce domaine, par l'intermédiaire de l'expérience des grandes entreprises internationales. L'usine traitera tous les types de coton, surtout le coton à longue et extra longue fibre, ce qui contribue à profiter des avantages concurrentiels de l'Égypte dans la production de coton au niveau mondial. Concernant le même secteur industriel dont le président de la République accorde un vif intérêt, un certain nombre de projets du service national au niveau de la République ont été également examinés par le chef de l'État, notamment la construction de l'usine de produits laitiers de Bourg El Arab, surtout en ce qui concerne les équipements et les lignes de production qui sont réalisées en partenariat avec le secteur privé et la longue expérience étrangère dans ce domaine. L'usine sera construite sur une superficie de 40 000 mètres carrés et sa capacité de production atteindra 12 000 tonnes de fromage par an. Le président a donné ses directives d'examiner la fourniture de tous les composants de l'usine à partir de la main-d'œuvre technique spécialisée, les matières premières, les exigences de production et les matériaux d'emballage afin d'assurer le plus haut niveau de qualité de production. Docteur Raouf Ghaffar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Alors là, il y a plusieurs projets ou bien dont le président a parlé, a donné ses directives pour aller vers l'avant. Concernant, ou bien parmi ces projets, il y a, vous venez de parler du coton de Mahal al-Kubra. Quelle est la différence si on veut comparer entre cette zone industrielle du coton à Mahal al-Kubra, il y a une vingtaine d'années par exemple, et aujourd'hui, l'évolution de cette zone, quelle est la différence?
il y a 20 ans, 30 ans, on cultivait le coton, Oui. et puis on l'utilisait, filature, puis tissage, et puis production de... D'ailleurs, nous étions célèbres pour des produits très fins en coton, Tout à lino, etc., qui étaient partout au monde demandés. Mais on a arrêté. Peut-être on a... D'ailleurs, dans les grands magasins, par exemple à Paris, on trouvait fabriqué en Égypte, c'était le plus cher, le plus... C'est oui. la qualité On était très vraiment fiers. formidable. Et on a cessé. Peut-être c'était le point de vue des gouvernements à l'époque qu'on importe le coton d'ailleurs, un peu moins marché, et puis, etc. Et on ne pensait jamais à ajouter une valeur. Et ça, c'est une chose vraiment remarquable. Et si vous constatez, maintenant, le président et l'administration se dirigent vers les industries basées sur des produits locaux. Ouais. Quand on parle de Cha'et Ta'ban, transformé en une zone industrielle pour la production du marbre, nous avons les matières premières, nous avons le marbre, nous avons des mines de marbre partout, dans le désert ouest, dans le désert est, au Sinaï, et des qualités. C'est la même question. Cha'et supérieures. Ta'ban, c'était connu pour ça. C'est ça. Alors, et comment on va la transformer? On va développer les mines, hein, pour extraire une quantité plus grande de marbre. On va concentrer tout ceci dans un endroit pour produire des produits en marbre, parce qu'à l'époque, on exportait les blocs de marbre. Malheureusement. À pays X, je ne vais pas mentionner, Oui. et puis là-bas, il les coupe et puis il les exporte pour nous. Donc maintenant, non, mais on commence par la matière première, on la développe et puis on la vend 10 fois plus cher et en ajoutant une valeur, en offrant des emplois aux jeunes gens et jeunes filles égyptiennes. Tout à fait. Donc ça, c'est une chose. Quand on parle, nous avons un trésor qui s'appelle le sable. Oui. Ce sable, on dit le pays est plein de déserts, mais non, ce sable, il y a des qualités de sable qui rentrent dans la production de semi-conducteurs, dans des industries très sophistiquées, et qui peut représenter pour l'Égypte un grand trésor. Je pense que maintenant, nous nous dirigeons vers ceci. Il y a des matières premières, on doit les utiliser. Et, alhamdoulilah, l'Égypte est riche en matières premières, minérales et autres. Ça, c'est important. Et c'est toujours important d'ajouter une valeur, parce que ça c'est le développement proprement dit. Une matière première plus une main-d'œuvre avec tout ce qu'il faut comme infrastructure, un produit fini, export, ça veut dire de l'argent. Et nous avons tout. Nous avons les matières premières, nous avons la main-d'œuvre, nous avons l'infrastructure et nous avons les voies de transport. Donc ça ne manque pas. On ne manque pas à commencer. Et nous avons d'autre part beaucoup de micro-industries qu'on doit utiliser. Nous avons déjà un peuple très nombreux. On le traîne pour des productions très simples et on utilise des milliers d'Égyptiens pour produire des petites choses qu'on peut assembler à la rigueur, comme d'ailleurs la Chine par exemple. Pour fabriquer un petit briquet en plastique, il y a 2-3 villes qui s'en occupent. Chaque quartier produit une partie, Oui. et puis on accumule ça et ensemble. Et nous avons ici ce qu'il faut. Oui. Nous avons des produits artisanaux partout. Si vous allez à Fayoum, si vous allez à Siwa, il y a des produits vraiment formidables et qui sont... moi, j'ai vu et j'ai accompagné des étrangers, des touristes, des partenaires
dans ces endroits et ils sont affolés. Ils ne croient pas que ce genre de produits existe et ils sont prêts à payer des fortunes pour les acheter. Ceci doit se développer et je pense que cette fois-ci, on va sur la bonne voie. Directive, comme vous avez dit, on doit faire ça. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Il y a un plan présenté par l'État ou bien planifié, c'est de créer une zone agricole et juste à côté, il y a l'industrie qui a une relation avec cette... Parlez-nous de ça et comment ça va être fait en même temps pour le transport, c'est-à-dire... Ça a commencé. Voilà. Il y a des usines qui existent. Production, je ne veux pas mentionner des noms certainement, mais des usines, par exemple, qui produisent des produits à base de lait, fromage, lait, etc. Ils ont commencé maintenant à acheter du gouvernement du désert, le bonifier, et puis commencer à élever des races de vaches, etc., élevage. Il se peut qu'ils importent les mères, mais en principe, ils produisent le lait et puis ils transforment le lait en différents produits. Ça a commencé et c'est très, très réussi. Donc ça, c'est une chose très importante. Je viens de dire, le gouvernorat de Gharbeya, c'était le gouvernorat et Bahira ont planté beaucoup de coton. Il y avait disons, la plupart des grandes usines de filature et tissage dans ces deux gouvernorats. Il y avait des produits. À côté les champs, exactement, des champs du coton. Ça existe. La matière première ici, on ramasse et puis à deux pas, on la transforme. Mais normalement, le gouvernement veut généraliser ce plan dans tout le pays. Je pense que notre ministre de planification a étudié ceci. Et il y a des études qui expliquent ça vraiment. Où planter ça, où cultiver ça, comment l'exploiter, comment la transformer d'un côté à l'autre. Et puis, si jamais on a besoin de technologie, il y a tellement de pays qui sont prêts à offrir ces technologies, comme je viens de dire il y a quelques instants, sous forme de partenariat, sous forme de n'importe quelle formule, c'est-à-dire un gagnant des deux côtés, une situation gagnante des deux côtés, et nous pouvons exactement, je répète ça toujours parce que c'est très important, on doit ajouter une valeur. Valeur ajoutée, c'est le nom du vraiment succès, c'est ça. C'est vrai. Concernant la chimie, les produits pétrochimiques, on parlait des usines de polyéthylène, que normalement ça va aider beaucoup à beaucoup d'industries. Parlez-nous de ce genre. Je veux dire, nous avons maintenant une bonne production de gaz et pas mal de pétrole. Et ça, c'est la matière première pour ce genre d'industrie. On commence à l'utiliser. Et comme vous avez dit, comme le sable représente une matière première pour les conducteurs et semi-conducteurs, etc., dans les IT, comme on dit, la même chose pour les sous-produits du gaz et du pétrole. Ça rentre dans le plastique, dans le polypropylène, dans les pots. Et pour, justement, il y a une gamme de produits à partir de cette matière qui vont partout, des valves, des tubes, beaucoup de choses qui servent comme partie intégrale de beaucoup d'industries. Il faut s'en servir. Tout le monde s'en sert. Pourquoi pas nous? C'est un autre produit excellent. L'essentiel, c'est d'avoir la vision. Je pense que nous avons la vision. Nous avons des messieurs, des dames, gérés par un président qui aime
sa patrie et qui veut le mieux, certainement, pour l'Égypte, et qui marche dans cette direction. Nous avons vu ça, d'ailleurs, je vais donner un exemple un peu hors contexte, mais ça va, les usines de liquéfaction de gaz. Oui. On a eu la clairvoyance d'installer et d'exécuter. À l'époque, on disait, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, on constate que non, c'était surtout avec la crise ukrainienne. Absolument, alors là, absolument. c'est l'Europe qui court après l'Égypte C'est pour ça. Et même avoir sinon, ce gaz liquéfié. nous avons les produits de tous les pays du voisinage. Le hub de gaz qui est au sud, à l'est méditerranéen, ça passe par là. Et on liquéfie, on exporte. C'est-à-dire, quand on a une vision, ce qui existe maintenant, et c'est important. Nous avons la vision, nous avons les matières premières. C'est dommage de laisser tomber. Il Bien faut sûr. absolument Nous avons les s'en infrastructures. servir. Absolument, nous avons, comme je viens de dire, nous voyons avec nos propres yeux, c'est-à-dire l'électricité. Inutile de dire ce qui est arrivé à propos de l'électricité. Si on parle industrie, est-ce que vous trouvez que l'Égypte est sur la bonne voie? Absolument. À mon opinion, on commence par les industries qui ont été un peu ignorées, etc., mais à base de produits qui existent localement. D'ailleurs, il y a des pays comme le Japon, ils importent tout, ils transforment et puis ils réexportent. Et ils font pas mal d'argent, ils sont très riches. Mais ici, nous avons tout ce qu'il faut. Des Donc, ressources. il faut se baser sur des matières premières qui existent, nous avons plein, et Inch'Allah, tout va aller bien. Je vous remercie beaucoup, Merci à vous. Dr Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Je vous remercie pour toutes ces analyses et explications concernant Merci. l'industrie en Égypte et son avenir. Merci. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.